Bonjour Christine Dugouin-Clément. Bonjour. Christine Dugouin-Clément, vous êtes docteur en sciences de gestion. Vous êtes chercheuse associée à la chaire risque de l'IAE Paris-Sorbonne. Christine Dugouin-Clément, ensemble on va parler influence. Et d'abord on va distinguer opération d'influence et communication d'influence. Oui, c'est une distinction qui est très importante parce que les entreprises connaissent bien la communication d'influence qui a pour visée de donner des éléments qui vont permettre de persuader, mais qui sont des éléments qui respectent une règle éthique, c'est-à-dire que vous n'allez pas travestir les faits, travestir la vérité. Dans les opérations d'influence, notamment celles que l'on pourrait qualifier d'agressives, comme on en a pu en voir récemment, notamment pendant la pandémie du Covid, vous allez vous passer de ces règles éthiques et vous pouvez aller jusqu'à faire de la diffusion de désinformation, de fausses informations ou de mésinformation, c'est-à-dire potentiellement jusqu'à créer un discours dont vous savez qu'il est faux pour le diffuser à des fins de persuasion ou utiliser des images décontextualisées. C'est quelque chose de très courant. Une véritable photo, sauf qu'elle n'a pas été prise à la période et au lieu que vous allez indiquer. Donc ce qui est certain, c'est que l'influence, c'est majeur, il faut comprendre un peu les ressorts. Et quand on comprend les ressorts, on voit qu'il y a un dark side. Exactement. Et si on prend par exemple le cas de la Russie, qui est un des États qui est souvent pointé du doigt pour ses opérations d'influence, elle a eu un effet pervers dans le côté de l'influence, notamment à partir de l'invasion qu'elle a déclenchée en Ukraine à partir de février. Elle a voulu très fortement contrôler son narratif et contrôler tout ce qui pouvait arriver sur l'Internet russe, donc le RuNet, auprès de sa population. Et pour ce faire, elle est arrivée à une forme d'enfermement cognitif parce qu'elle a interdit beaucoup de réseaux qui lui permettaient de savoir ce que pensaient les Russes. Donc elle a un peu cassé le thermomètre. Et en parallèle, les sanctions ont fait qu'elle a eu beaucoup moins de capacité de stockage. Donc quand elle a demandé aux entreprises de tout relocaliser en Russie, à un moment, en mars, elle avait plus que 2 mois de capacité de stockage. Elle a dû faire des choix. Du stockage pour les intérêts vitaux ou du stockage pour le renseignement et la censure. Le résultat, c'est qu'en cassant le thermomètre, sa capacité de conseil au niveau de la prise de décision a pu être altérée et on a eu des prises de décision qui pouvaient être aléatoires quant à la réaction de l'État, de la population, parce qu'on n'avait pas cette maîtrise. Et l'Ukraine, il y a d'autres leçons à tirer, parce que c'est le signe d'une transformation aussi de la communication d'influence. Alors, ce qui est passionnant, c'est de faire une petite comparaison entre la communication Poutine et la communication Zelensky, et ne serait-ce que sur les premiers mois, c'est-à-dire jusqu'à juin 2022. Parce que là, vous avez vraiment ces deux salles, deux ambiances. Si vous regardez, ne serait-ce qu'en termes de masse de production, de ce qui est accessible vraiment sur les sites présidentiels des deux présidents, en Ukraine, vous avez un peu plus de 190 vidéos et en Russie, vous en avez à peine plus de 10. Donc déjà, on est sur des masses complètement différentes. Ensuite, si vous regardez la façon dont on s'adresse aux différents auditoires, national, international ou les communautés spécifiques, que ça soit les groupes socioprofessionnels, les think tanks, les groupes de réflexion, dans le cas du président Poutine, vous avez une homogénéité. On est dans une communication très institutionnelle, très officielle, le discours, le vocabulaire, le rythme de parole est toujours similaire. Si vous regardez ensuite la façon dont traite la communication le président ukrainien, là, c'est vraiment comme un film en noir et blanc et un film en IMAX colorisé. Ce que vous allez avoir, c'est qu'en plus, lui, il va créer un nouveau type de communication, une communication intime qu'il va développer, ce qui lui permet de ne pas parler aux Ukrainiens, mais à chaque Ukrainien. Et pour ça, il va utiliser tous les moyens de la communication qui sont à sa disposition. Il va oser casser les codes. Il va utiliser les selfies, par exemple. Dans son selfie, il ne va pas chercher un cadrage parfait. Il ne va pas chercher à avoir la meilleure image de lui-même. On retrouve quelque chose de be real là-dedans. Dans la façon dont il parle, il s'adresse à tous et à chacun sur le mode de la confidence. Il partage l'arrière-salle du pouvoir. Il partage même, on voit quand il est fatigué, quand il est hésitant. Il permet aux Ukrainiens de se reconnaître en lui-même, de parler d'égal à égal. Et c'est en ça qu'il ne parle pas à l'Ukraine, aux Ukrainiens, mais à chaque Ukrainien individuellement. Et ce que l'on voit, c'est adaptation du message, prise de risque dans le cadrage et dans les outils, transparence de l'image au service de l'authenticité du personnage, test and learn, mais en direct. Et tout ça, c'est même pas seulement changer un petit peu les canaux, c'est donner une nouvelle dimension à la communication présidentielle. Et avec cette prise de risque, on voit que finalement, il a sécurisé et il a assuré la confiance de sa population. Ce qu'on peut se demander, et derrière, pour nous autres, c'est de se dire, voilà, est-ce qu'on est plutôt innovant? Est-ce qu'on ose casser des codes? Est-ce qu'on est dans de l'apprentissage? Ou alors, est-ce qu'on est plutôt dans quelque chose de traditionnel, de connu, de maîtrisé? Et donc, est-ce qu'on est un petit peu plus Poutine ou est-ce qu'on est un petit peu plus Zelensky dans nos communications? On invitera toutes les grandes entreprises françaises et leurs dirigeants à se poser la question. Voilà. Merci Christine Dugouin-Clément. Merci à vous.